Ils sont sportifs, écrivains, experts ou encore artistes. Ils participent à la vie d'Antibes-Juan-les-Pins. Ils sont l'ADN de la cité, sa mémoire, ses visages, son énergie vitale. Bienvenue dans le podcast Acteurs d'Antibes-Juan-les-Pins. Dans ce nouvel épisode, je reçois José Amendola, le directeur de la Maison de l'Intelligence Artificielle à Sophia Antipolis. Aujourd'hui, l'IA est partout. Pour autant, savons-nous bien utiliser ce nouvel outil qui facilite notre quotidien et sommes-nous assez vigilants pour ne pas tomber dans ses travers ? Bonjour José Amendola. Bonjour Florence. José, vous êtes le directeur de la Maison de l'Intelligence Artificielle à Sophia Antipolis. Vous accueillez qui dans cette maison ? Eh bien, la maison de l'IA nous permet d'accueillir différents publics, les scolaires, le grand public, les professionnels. Et donc, l'objectif, c'est de former, de sensibiliser et de donner un maximum d'informations sur les enjeux de l'intelligence artificielle. Le grand public que vous recevez, vous leur montrez quoi ? Eh bien, il y a différents démonstrateurs qui nous permettent de montrer les différents cas d'IA prédictive ou d'IA générative. Vous savez, les IA qui nous permettent de produire du texte, de produire des images, de produire des sons, de produire des vidéos, de produire des musiques. Et donc là, l'idée, c'est que chaque public vient découvrir toutes ces IA, vient aussi les manipuler pour expérimenter. C'est l'objectif, en fait, de découvrir l'IA en toute simplicité. L'intelligence artificielle, c'est un mot qu'on n'utilisait pas il y a 10 ans, enfin en tout cas le commun du mortel. Et puis aujourd'hui, tout le monde parle d'IA, tout le monde s'intéresse à l'IA. Qu'est-ce que c'est l'IA ? Déjà, est-ce que le terme d'intelligence artificielle est vraiment le meilleur des termes ? Parce que on a l'impression qu'on a un miroir de l'intelligence humaine. Intelligence. Il y a plusieurs définitions d'intelligence artificielle. La première définition, elle a eu lieu en 1956 sur la conférence de Dartmouth, qui permettait de dire, c'est une suite de processus qui permettent de définir et de générer des tâches complexes ou simples. Moi, je dirais qu'en fait, le terme d'IA aujourd'hui, c'est un terme très galvaudé. C'est presque un terme même un peu marketing. On parle plus de système expert. D'accord. Donc en fait, c'est des algorithmes probabilistes qui nous permettent de définir des actions. Moi, je dirais plutôt que l'IA aujourd'hui, c'est cela, mais c'est un sujet un peu tarte à la crème, je dirais. Les jeunes qui viennent vous voir sont des scolaires et puis peut-être des familles aussi. Hein. Qu'est-ce que vous leur faites passer comme message sur l'IA ? Est-ce qu'il faut les en protéger ? Est-ce qu'il faut les informer ? C'est quoi le message que vous leur faites passer ? Il est vrai que l'IA, elle fascine comme elle bouleverse un petit peu. Et donc l'objectif, c'est de les informer, de leur montrer l'envers du décor, et aussi de les faire manipuler. Parce que ce que l'on croit à la Maison de l'Intelligence Artificielle, c'est qu'en découvrant, en expérimentant, on va réussir à faire germer peut-être chez les jeunes notamment des idées de création, des idées de futurs métiers. Et donc on pense que grâce à ces différents démonstrateurs, on arrivera à susciter chez eux une curiosité et une envie de découvrir cette nouvelle technologie qui révolutionne notre quotidien. Ces jeunes-là qui naissent aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, cette génération-là, et cette accélération numérique, comment est-ce que vous les informez des fausses informations qui peuvent circuler ? Ça, c'est quand même quelque chose d'important sur des cerveaux neufs. Oui, d'ailleurs, ça défraie un petit peu la chronique dans les médias. Encore il y a quelques jours, il y a eu des usurpations d'identité. Vous savez, le deepfake, c'est ce qui permet en fait de remplacer le visage, de remplacer la voix de quelqu'un et de se faire passer pour une personnalité et aller demander, quémander des informations ou même de l'argent. Et donc nous, ce que l'on propose effectivement à la Maison de l'IA, c'est de pouvoir montrer tous ces enjeux, tous ces biais, tous ces risques pour essayer de limiter ces dérives et aussi d'expliquer aux jeunes que ce que l'on voit dans les réseaux sociaux, eh bien, c'est pas toujours la réalité. D'ailleurs, il n'y a pas que les jeunes que l'on sensibilise sur ces sujets, aussi les seniors, parce qu'on a beaucoup de seniors qui viennent à la Maison de l'IA et ils ont envie de ne pas être dépassés par cette révolution technologique. Et donc, je crois que c'est en montrant que l'on arrivera à sensibiliser et à augmenter le niveau de maturité de la population des Alpes-Maritimes. Je m'arrête un peu sur cette génération-là, José, mais si elle n'a pas la connaissance, certaines personnes disent qu'aujourd'hui, l'art, ça ne va plus être celui de la connaissance pour cette génération, mais l'art de poser la bonne question à une intelligence artificielle, de faire un bon prompt. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que
Je dirais qu'il faut... C'est inquiétant ça quand même, non? C'est à la fois inquiétant, mais ça donne aussi une espérance. Avoir la possibilité d'avoir dans une boîte tout le savoir de l'humanité qu'on peut questionner et qu'on peut réinterroger au quotidien, je dirais que pour les jeunes, ça peut être une nouvelle façon peut-être d'apprendre, de découvrir, d'expérimenter et surtout d'utiliser une technologie pour un bien à la fois commun, mais aussi un bien très personnel. Comment j'augmente mes connaissances, comment je me teste, comment j'apprends avec des solutions qui seraient à la fois personnalisées, à la fois les plus fiables. Alors, quand on parle de personnalisation et de fiabilité, il faut peut-être aussi parler de biais d'hallucination dans les IA, parce que, attention, hein, Les IA hallucinent. les IA hallucinent énormément. Elles sont aussi biaisées. Donc, quand on pose une question à une IA générative, par exemple ChatGPT, Oui. et qu'on lui pose une question assez simple, la réponse, elle est toujours très affirmative. Par contre, l'IA, parfois, elle se trompe. Donc, d'où l'intérêt, et c'est ce que vous dites, d'avoir un prompt le plus précis possible et surtout de vérifier les sources. Je crois que l'IA, elle est là pour augmenter, enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je pense, augmenter l'humanité, mais en même temps, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'elle nous produit, parce que sinon, il peut y avoir des dérives. Et je crois que les jeunes doivent être sensibilisés, comme vous le dites, à bien générer un prompt. Un prompt, c'est la requête qui permet d'avoir un résultat sur une IA générative. Que ce soit pour du texte, de l'image, de la vidéo ou du son, c'est très très important de questionner l'IA et surtout aussi même de lui demander les sources. Parce que comme ça nous permet de vérifier si la production qu'elle a pu générer, elle est véridique ou pas. Quand ils vont interroger un chatbot pour préparer un travail scolaire, un exposé, ils ne savent pas en fait où est-ce que l'IA a été entraînée, où est-ce qu'elle prend sa source, notamment en matière juridique ou historique. C'est quelque chose qui est potentiellement dangereux, qui peut induire en erreur et puis complètement réécrire l'histoire. C'est vrai. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a des IA qui sont très spécialisées sur le volet juridique, sur le volet pédagogique, sur le volet de la recherche aussi, pour justement faire en sorte que l'utilisateur ait un résultat qui soit le plus proche de ses attentes. Donc attention, quand on utilise des IA très généralistes, comme ChatGPT, Copilot, Gemini, etc., eh bien le résultat est parfois un petit peu trop général, justement, et donc pas assez personnalisé, et donc c'est là où il peut y avoir des dérives et des hallucinations. Vous savez, à la Maison de l'intelligence artificielle, quand on présente en fait notre activité, on montre sur une IA générative comment on peut créer les ruelles de la ville d'Antibes. Et quand on regarde le résultat, alors on se dit que ça ressemble beaucoup aux ruelles d'Antibes. Par contre, ces générations ne représentent en rien les ruelles d'Antibes. Donc quand on ne connaît pas, on peut se faire une idée de quelque chose qui n'existe pas. D'accord. Et donc c'est très important de s'assurer des sources et de s'assurer du prompt que l'on va produire pour avoir un résultat le plus proche de ses attentes. Si vous aviez en face de vous un adolescent, qu'est-ce que vous lui diriez précisément ? Je lui dirais de spécialiser un maximum sa requête, de faire en sorte que dans sa requête, il puisse produire le résultat qu'il attend, de lui donner un rôle, un persona, pour que derrière, le résultat soit le plus précis possible et surtout que le jeune puisse vérifier les sources et le contenu qu'a produit l'IA. C'est très important. Où est-ce qu'on en est du développement de l'intelligence artificielle ? L'IA a quasiment un QI, hein. Il y a une IA super intelligente, une IA basique. Expliquez-nous un peu tout ça. Où on en est. Fait, aujourd'hui, il y a 3 types d'IA. On a les IA faibles, les IA fortes et ce que l'on va appeler la super intelligence. L'IA faible, aujourd'hui, c'est ce que nous avons dans les solutions qui sont proposées sur le marché. Je le disais, hein, les IA génératives ou les IA prédictives, aujourd'hui, ce sont des IA à qui on a appris de réaliser un certain nombre de tâches. C'est-à-dire que si vous demandez à ChatGPT de produire du son aujourd'hui, ChatGPT ne sait pas le faire. D'accord. Donc ce sont des IA très spécialisées. ChatGPT, c'est une IA faible, donc. Absolument. Dans ce classement. Toutes les IA aujourd'hui qui sont sur le marché, sur les solutions qui sont aujourd'hui accessibles, sont toutes des IA faibles. Ensuite, vous avez les IA fortes. Donc c'est une IA qui va pouvoir générer un certain nombre de tâches dans un contexte qu'elle ne connaît pas. Donc en fait, elle va s'adapter.
à son contexte. Donc, c'est-à-dire, on va demander à ChatGPT demain de pouvoir produire des musiques. Donc, ChatGPT va apprendre à produire des musiques et donc va devenir une IA forte. Et ensuite, on a ce que l'on va appeler les super-intelligences. Alors là, c'est encore plus galvaudé, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les films de science-fiction, mais c'est comment une IA va réussir à s'adapter à tous les contextes et du coup à supplanter l'intelligence humaine. Et donc là, c'est effectivement... supplanter l'intelligence humaine. Oui, c'est effectivement ce que pensent certains chercheurs. On n'y est pas du tout aujourd'hui. Est-ce qu'on y sera un jour ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui fait un petit peu peur de se dire on n'arrivera plus à contrôler le développement de l'intelligence artificielle. Et donc, on ne sait pas jusqu'où ça va nous mener. Est-ce qu'il y a une législation qui impose de dire cette musique-là, ce texte-là a été produit avec l'intelligence artificielle ? Ou est-ce qu'on planque encore le fait de l'utiliser ? Alors, on n'y est pas encore tout à fait. Par contre, il y a un certain nombre de réglementations qui existent, notamment l'IA Act, qui a été défini au niveau du Parlement européen et qui se transpose dans tous les pays de l'arc européen pour à la fois définir des niveaux de risque en intelligence artificielle, donc sur les développements de solutions qui sont réalisés aujourd'hui, aussi pour essayer de limiter certains cadres. Je prends un exemple. Aujourd'hui, en Europe, il est interdit de mettre en place des systèmes de scoring avec de l'intelligence artificielle. Donc c'est ce que l'on a, par exemple, au niveau du continent asiatique, notamment en Chine, comment on appelle ça, le capital social. Donc en fait, c'est ce qui permet de définir si vous êtes une bonne ou une mauvaise personne en fonction de vos attitudes, en fonction de vos habitudes, etc. Donc ça, aujourd'hui, c'est proscrit. Il y a des financipations là-dessus. Effectivement. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, c'est proscrit. Et donc, il est... c'est proscrit, mais c'est possible. Ah ben, la technologie, aujourd'hui, le permet, effectivement. Mais... C'est une dérive aujourd'hui que l'Europe ne souhaite pas voir en œuvre et je pense que c'est plutôt bien pour faire en sorte qu'on ait un développement de l'IA à la fois éthique et responsable. Vous qui êtes un spécialiste, dites-moi, est-ce que vous pensez que toute la créativité humaine va devoir à l'avenir passer par l'intelligence artificielle ? Est-ce que ce côté de développement créatif... Je pense que le développement créatif reste un développement très personnel. Je pense que l'IA peut aider au développement créatif, comme elle peut aider dans tous les domaines d'activité. Mais par contre, l'imagination, elle est ancrée au plus profond de nous. Ce que l'on veut faire, ce que l'on veut dire, ce que l'on veut produire. Donc c'est nous, aujourd'hui, qui devons guider les IA et pas l'inverse. On comprend bien qu'il y a une espèce de fantasme qui tourne autour de l'intelligence artificielle, peut-être parce qu'elle est mal définie au départ et qu'on ne sait pas de quoi on parle en fait. Oui, c'est exactement cela. Maintenant, il faut arriver à la driver, il faut arriver à faire en sorte qu'elle soit le prolongement des activités que nous souhaitons qu'elle fasse. Et donc, c'est un petit peu dans cette vision qu'à la maison de l'intelligence artificielle, on prône aussi l'IA frugale. Donc, vous savez, l'IA qui permet de générer des productions sur des contenus techniques, des infrastructures qui soient hébergées en local, en propre, sur des modèles de langage beaucoup plus petits, pour nous permettre d'avoir une production des émissions de gaz à effet de serre qui soit les plus faibles possibles. Et donc, on en parle peu de cela, mais je crois que c'est important, et c'est un petit peu la baseline de Sophia Antipolis, Tech for Humanity, c'est l'IA qui doit nous apporter quelque chose pour l'humanité, et pas l'inverse. Ça veut dire que chaque fois que j'interroge un chatbot, par exemple, il y a toute une consommation d'énergie qui vient derrière. Vous pouvez un peu nous la matérialiser, nous donner des idées de ça ? On pense qu'un prompt sur ChatGPT correspond à une requête sur un moteur de recherche. Ce n'est pas le cas. C'est beaucoup plus important en termes d'aller-retour entre un serveur et l'outil que l'on utilise pour pouvoir interroger la machine. Et donc, c'est pour cette raison qu'il faut faire très attention. Et que, d'ailleurs, quand on discute avec une IA, d'aller lui dire bonjour, au revoir, etc., ça n'apporte strictement rien et ça consomme de l'énergie et ça a un impact carbone qui n'est pas neutre. Parce que les gens lui disent bonjour et au revoir et merci. Et malheureusement, oui. Effectivement, les IA génératives sont tellement humanisées qu'on a l'impression de parler à une personne et donc, du coup, ça pose un problème. Et donc, c'est pour cette raison qu'il faut sensibiliser et qu'il faut informer sur ces impacts-là. Parce que pour certaines personnes, l'IA est devenue une sorte d'ami. Effectivement, l'IA peut devenir un conseiller, peut devenir un ami. Alors, je sais pas, moi, j'ai pas d'IA ça ami. Ça dit quelque chose de notre société aussi, tout ça. Mais l'IA apporte une révolution. Et donc, je pense qu'il faut aussi faire attention à cela. Est-ce que l'IA remplacera un ami demain ? On parle beaucoup de robots.
des robots qui réalisent des tâches domestiques à la maison, etc. 2026, je crois que c'est l'année où on va les voir apparaître. Ça y est, ça existe déjà, mais les robots aujourd'hui ne font que ce qu'on leur demande de faire. Forcément, il y a la question qui suit, c'est quand on imagine un robot dans une maison qui peut remplacer une aide ménagère ou une aide à domicile, il y a toute la question des métiers derrière, des métiers qui risquent de disparaître et des métiers qui vont naître aussi. Oui. C'est un principe un peu très schumpeterien. On avait un économiste qui parlait de création, destruction. C'est un peu ça. D'ailleurs, comme dans toutes les révolutions industrielles, finalement. C'est ça. Donc aujourd'hui, oui, l'IA, elle change des métiers. Oui, l'IA va avoir un impact. D'ailleurs, on parlait à l'époque de la révolution industrielle, l'impact des cols bleus. Donc c'était les machines qui venaient remplacer effectivement les travailleurs dans l'époque du Fordisme, etc., les travailleurs à la chaîne, etc. Aujourd'hui, l'IA vient transformer aussi les métiers des cols blancs. Puisqu'on le voit bien, d'ailleurs, ça crée une forme d'espérance. Quand une IA est capable, quand elle va regarder une radiographie ou des analyses médicales, de pouvoir définir un premier diagnostic pour les médecins, c'est une vraie avancée. Donc là, du coup, elle produit une espérance. D'ailleurs, elle pourra peut-être permettre de combattre certaines maladies. Mais en même temps, est-ce que l'IA va supprimer le métier du radiologue ? Est-ce qu'il ne faudra quand même pas un radiologue qui viendra analyser ce qu'elle a produit, pourquoi pas pour l'augmenter, tout simplement pour avoir un diagnostic beaucoup plus précis, beaucoup plus précoce, et pourquoi pas derrière déclencher des procédures médicales qui vont pouvoir être anticipées. Et donc pourquoi pas avoir une action pour l'humanité et pour la santé. Donc je crois que c'est là où elle forme cette espérance, mais il est vrai qu'elle va bouleverser des métiers, oui. Et puis peut-être permettre aux médecins aussi de rester dans son rôle de relation aux patients, d'annonce et puis de dialogue, quoi. C'est exactement cela. Moi, c'est ce que je crois, c'est que ces IA, et d'ailleurs, même au-delà de l'IA, l'informatique en général, doit nous permettre de redonner de l'humanité, de l'humain à l'humain. Voilà, d'avoir plus de proximité, d'avoir plus de temps envers les autres, et donc de laisser à la machine et de laisser à l'IA les tâches répétitives, les tâches peut-être qui ont moins de valeur ajoutée. Et donc c'est en cela que je pense que ces IA génératives vont permettre de bonifier notre quotidien et notre rapport aussi avec le temps. À Sophia Antipolis, sur la Technopole, quelles sont les applications qui reviennent le plus souvent en matière d'intelligence artificielle ? Sur quoi on travaille à Sophia Antipolis ? Sur Sophia Antipolis, de par la fertilisation croisée qui a été imaginée par les différents visionnaires de Sophia, je dirais qu'on reste tout de même sur la chaîne de valeur qui va de la recherche fondamentale au transfert technologique, création de start-up et mise en place d'industries. Sur différents domaines d'activité. La médecine, je crois. La médecine, beaucoup sur la santé, beaucoup sur le tourisme, beaucoup effectivement sur la technologie pour avoir des IA et des solutions très pratico-pratiques, génération de texte, traduction instantanée, diagnostics médicaux, mais également production de vidéos, production de création artistique. Donc à Sophia Antipolis, on a effectivement tout ce qui nous permet de conjuguer nos forces, à la fois avec, je dirais, le monde de la recherche, le monde de l'enseignement, le monde de l'industrie. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut, et d'ailleurs c'est pour cette raison que je crois qu'on demeure la première technopole d'Europe. L'IA, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, Il y a vraiment un côté sombre et puis un côté plein d'espoir. Oui, c'est vrai. Alors on a parlé des bénéfices de l'IA, mais il faut aussi y voir malheureusement les côtés plus négatifs. C'est pour cette raison que on doit apporter ce message de mesure de risque auprès des différentes populations. Ça donne un rôle majeur quand même à cette maison de l'intelligence artificielle. Oui, c'est pour ça qu'elle a été créée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a démarré par les scolaires et par le grand public, et qu'on élargit aussi vis-à-vis des professionnels, parce qu'on sent que la population a peur de se sentir dépassée par cette révolution. Dans les années 2000, on a eu la révolution des réseaux sociaux. Et cette révolution, elle avait aussi amené quelques craintes, quelques peurs, notamment sur la question des données personnelles.
sais pas si vous vous souvenez, 2004, l'arrivée de Facebook a créé à la fois une espérance. On permettait de connecter des personnes entre elles dans différents sites géographiques, mais en même temps, on avait peur de ce qu'on pouvait diffuser, on avait peur des données qui étaient partagées, on avait peur des photos qui étaient partagées également. Aujourd'hui, l'IA, on est un peu sur la même vague. Donc là aussi, attention aux données que l'on produit sur des IA. Ne donnons pas toutes les informations personnelles sur ces IA génératives. Quand on veut produire un courrier, c'est facile de produire un courrier avec une IA générative textuelle. Mais attention à ce qu'on va lui donner comme contenu. Données personnelles, nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale, informations très très personnelles. Parce que derrière, ces données vont entraîner ces modèles, et derrière, on ne sait pas ce que ça va produire, sachant que aujourd'hui, la plupart des acteurs de l'IA sont soit sur le continent américain, soit sur le continent asiatique. Ça veut dire qu'une législation française qui interviendrait dans ce domaine, elle serait Aujourd'hui, c'est peine perdue. Peine perdue. Aujourd'hui, c'est peine perdue. Mais par contre, on a un rôle à jouer au niveau européen pour essayer d'avoir une licorne, d'avoir des entreprises qui travaillent sur ces sujets. Et Qu'est-ce que c'est qu'une licorne? Alors, une licorne, c'est une entreprise qui est évaluée à plusieurs milliards d'euros et de dollars pour pouvoir apporter un service de proximité qui répondrait à un besoin. Et je prends un exemple. On a quand même une licorne aujourd'hui en France qui travaille sur l'IA. C'est Mistral, qui est aujourd'hui une entreprise qui a déployé son IA générative qui s'appelle Le Chat et qui veut apporter sa pierre à l'édifice face à, d'un côté, OpenAI et ChatGPT, et de l'autre côté, DeepSeek, qui est l'IA générative chinoise. Donc on voit bien, les GAFAM, dans Google, Amazon, Facebook, Meta et maintenant même OpenAI. De l'autre côté, au niveau chinois et asiatique, les BAT, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi et maintenant DeepSeek. Et donc en Europe, il faut qu'on puisse identifier des acteurs qui pourront aussi sécuriser nos données et sécuriser ce que l'on veut produire. Pour l'instant, c'est ma responsabilité personnelle. Quand je m'engage en laissant des données personnelles sur ce genre de système. Je ne suis pas protégé. Non. Il faut le dire, ça, il faut le malheureusement, savoir. Malheureusement, effectivement. Et non seulement vous n'êtes pas protégé, mais il faut surtout comprendre que ce que vous lui donnez comme information, vous l'alimentez, vous l'entraînez. C'est dangereux pour l'individu et c'est dangereux pour l'entreprise aussi. C'est pour ça Absolument. que vous parlez aux entreprises. Absolument. On parle beaucoup aux entreprises. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé différents événements au sein de la maison de l'intelligence artificielle. Que ce soit les rendez-vous de l'IA, on en parlera juste après, les IA Dates, mais également les événements avec le World Artificial Intelligence Cannes Festival, qui a lieu chaque année en février au Palais des Festivals à Cannes et qui vient réunir tout le monde B2B de la tech. D'ailleurs, en 2026, on hébergera 28 startups sur le pavillon Alpes-Maritimes Terre d'IA, et dans ces startups, on a des solutions qui sont proposées pour que les entreprises puissent déployer des IA génératives qui seraient hébergées dans leur serveur avec leurs données pour éviter de partager des secrets industriels ou des secrets administratifs au sein des IA génératives plus grand public. D'accord. C'est important de se renseigner, c'est important pour tout le monde en fait. La barrière des générations tombe. Vous organisez des IA Dates qui sont des rendez-vous accessibles à tout le monde, et vous avez un rendez-vous prochainement, si vous voulez bien nous en parler. Oui, alors depuis plusieurs années maintenant, on organise ces rendez-vous de l'IA. Donc il y a eu environ une trentaine d'IA Dates depuis la création de la maison de l'IA. Et donc l'objectif là, c'est de faire intervenir une personnalité pour pouvoir parler d'un sujet de société ou d'un sujet à la fois scientifique, mais qui serait très vulgarisé pour que le grand public puisse le comprendre. Et donc la prochaine IA Date aura lieu le 5 décembre prochain à 18h30 au Palais des Congrès d'Antibes, avec Bernard Benamou, le délégué de l'Institut de la souveraineté numérique, et Jean-Marie Cavada, ancien journaliste, ancien député européen, qui viendront tous les deux parler de souveraineté, de l'intelligence artificielle et des risques et des enjeux de l'IA, notamment en Europe. C'est effectivement ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. Donc on aura l'occasion de les entendre le 5 décembre prochain. Et donc si ça intéresse nos auditeurs, donc on peut trouver toutes les informations sur le site internet de la maison de l'IA, donc www.lia.fr.
www.maison-intelligence-artificielle.com. Vous avez le lien d'inscription pour pouvoir vous inscrire. Attention, c'est sur inscription et les places sont comptées. Et c'est gratuit ? Et c'est gratuit. Et donc, tous les publics, jeunes, moins jeunes, curieux, entrepreneurs, sont attendus pour découvrir cette IA Date qui est en fait la clôture de l'année. Donc, c'est vraiment un moment très fort pour pouvoir découvrir les enjeux de souveraineté de l'IA. Merci beaucoup, José. Merci, Florence. Acteur d'Antibes-Juan-les-Pins, un podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Réalisation Jean-François Diaz. Au micro, Florence Bellon.